Il est 8h51, les grands débats ce matin. Arlette Chabot, Christine Bouillot. Vos appels 0826 300 300. On disait tout à l'heure le match, Marine Le Pen, Éric Zemmour ce week-end, des meetings face à face. On fait le point dans un instant. Bah on pose une question d'ailleurs sur les réseaux sociaux ce matin autour de ça. Est-ce que l'un ou l'autre a marqué des points? Est-ce que c'est Éric Zemmour? Est-ce que c'est Marine Le Pen? Aucun des deux. Et là vous dites assez largement Éric Zemmour. Éric Zemmour à plus de 70% et vous échangez... À 81%. À 81%. Voilà. Alors ça a augmenté. Vous dites qu'Éric Zemmour a marqué des points, discours très intéressant et finale grandiose. On nous dit Zemmour nous redonne de l'espoir. Zemmour haut la main. Et Camille nous dit je ne comprends pas l'engouement pour Zemmour qui n'est là que pour casser Marine et faire gagner Emmanuel Macron. Oui, donc c'est Grégory qui est avec nous. Oui, qui nous appelle de Valencin dans l'Isère. Bonjour Grégory. Bonjour Grégory. Oui, bonjour Patrick, bonjour Cécile. Bonjour. Oui. Et vous alors, qu'en avez-vous pensé? Oui. Alors oui, c'est vrai que moi je l'ai écouté. Alors j'ai pas vu le meeting en entier, mais j'ai vu la fin de son meeting. C'est vrai que ça fout les poils un peu la fin du meeting d'Éric Zemmour. On sent on sent de la sincérité en fait dans ce qu'il dit. Et par contre moi il y a un truc qui me turlupine, c'est qu'en fait depuis quelques semaines avec les différents les différents sondages qui sortent, on s'obstine en fait à voir Emmanuel Macron au second tour. Et en fait, pourquoi? Je veux dire, le gars, il est même pas candidat pour le moment. Je pense qu'il a pas mal de choses à faire là. Il a une guerre à éviter, tout ça. Donc bon, il a du boulot. Et en fait, pourquoi on n'aurait pas Le Pen Zemmour au second tour? Ou même Pécresse, mais bon, ça, on y croit moins. Mais donc voilà, pourquoi Macron sans cesse au second tour? Je veux dire, les Français, j'espère qu'ils sont pas aveugles depuis 5 ans, et j'espère que bon, voilà quoi, ça me turlupine en fait. J'arrive pas à comprendre. Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi finalement Emmanuel Macron est toujours en tête des intentions de vote, assez largement d'ailleurs. Enfin largement, si, oui, il a 7-8 points selon tous les instituts de sondage. Restez avec nous, Grégory. Arlette Chabot, oui. Donc pourquoi, alors que c'est vrai sur le terrain, certains disent il y a de la détestation qui est quand même très forte pour Emmanuel Macron, et malgré tout il apparaît en tête, quoi. Est-ce que les choses peuvent changer? Est-ce qu'il est surcoté dans ses intentions de vote? On peut toujours imaginer Emmanuel Macron qui ne serait pas présent au second tour, et un second tour opposant 2 candidats de la droite, parce que je pense pas que ce soit un final Marine Le Pen contre Éric Zemmour, ce serait quand même assez étonnant. En revanche, il pourrait imaginer Pécresse contre l'un des 2 candidats, Éric Zemmour ou Marine Le Pen, mais c'est quand même franchement des spéculations. On ne voit pas pour l'instant pourquoi, parce qu'Emmanuel Macron a réussi à conserver son socle électoral depuis 5 ans. C'est quand même ça une performance pour lui. Il y a toujours des électeurs de gauche qui l'ont porté au pouvoir il y a 5 ans. Il ne les a pas perdus en dépit d'une politique qui semblait plutôt orientée vers la droite. Et il a conservé un électorat aussi de centre-droit et de droite. Donc au fond, c'est ça. Il réussit à conserver pour l'instant son socle. En tout cas, avant après, l'entrée... on verra comment l'entrée en campagne. Il y a des entrées en campagne qui sont différentes pour les candidats présidents sortants. Parfois ils ont baissé, parfois leur cote de popularité a monté. Donc on va voir quand il rentrera dans l'atmosphère. Mais franchement, compte tenu du jeu politique en ce moment, il n'a pas intérêt à se presser, Emmanuel Macron. Il a plutôt intérêt à continuer à s'intéresser à l'Ukraine et autres sujets. Et ce matin, il y a une enquête assez intéressante dans un journal qui indique qu'il est en train de draguer énormément à gauche et qu'il devrait avoir beaucoup de recrues. François Rebsamen et beaucoup d'autres. Le maire de Dijon, je ne sais pas s'il est toujours maire, mais enfin bon, il est toujours maire de Dijon, et d'autres qui pourraient basculer dans son camp. Christine Bouillot, un commentaire. Oui, alors après, c'est pas à moi de dire si entre les 2 candidats de la droite extrême, il y en a un des 2 qui se détache. Les sondages les donnent au coude à coude. Après, enfin, ils font la course côte à côte pour l'instant dans les sondages qui sont, je le rappelle, la seule boussole aujourd'hui pour évaluer les forces en présence. Concernant Emmanuel Macron, il a quand même été le premier à obtenir ses 500 parrainages publiés officiellement la semaine dernière, donc on peut considérer qu'effectivement il y a un socle d'élus locaux, contrairement à ce qu'on disait, qui peut-être le soutiennent, mais je note aussi que
Éric Zemmour annonce qu'il a près de 500 promesses de parrainage aussi. Donc on arrive finalement à des équilibres de candidatures qui sont du copier-coller. Après, je veux dire, le match entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, c'est aux électeurs qui sont séduits par leur discours de savoir quelle est la différence dans leur programme. Je pense qu'il est surtout sur le domaine économique, social-économique. Qu'ils se trouvent sur d'autres thèmes, ils sont quasiment sur du copier-coller. Oui, c'est ce que disait tout à l'heure Arlette Chabot dans son édito. Allez, on reviendra et puis on attend vos réactions. 0826 300 300. Vous voulez réagir sur justement ce duel qui a eu lieu ce week-end entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, qui a marqué des points. Vous pouvez nous appeler et réagir 0826 300 300, comme Grégory, qu'on remercie d'ailleurs au passage. Ou alors aussi, vous voulez voter sur l'autre question du jour que nous mettons sur les réseaux sociaux ce matin, puisqu'il y a depuis 10 jours ce scandale autour d'Orpea, qu'il y a la menace d'un autre scandale de chez Korian, autre grand opérateur, et que nous posons cette question ce matin, Cécile. Oui, ce qu'on vous demande, ce que vous allez envisager pour les personnes âgées dépendantes de votre famille. Est-ce que c'est une maison de retraite, l'aide à domicile, la garde dans la famille, ou vous n'avez pas encore d'avis réfléchi à cette opportunité? Pour l'instant, vous nous dites l'aide à domicile et ensuite la garde dans la famille. Donc le premier 47% et le deuxième 35%. Et que 5% seulement, 6% seulement d'entre vous pensent à une maison de retraite. Oui, la dépendance, c'est un des grands thèmes aussi de cette campagne des présidentielles, ou en tout cas ça devrait l'être, quand on voit le nombre de personnes. Évidemment, en 2030, il y aura 20 millions de personnes âgées de plus de 60 ans en France et 4 millions de personnes à terme qui pourraient perdre leur autonomie. Donc il faut évidemment penser beaucoup à ça. Et on n'en parle pas énormément, sauf quand il y a des scandales. Vous nous appelez et vous pouvez réagir dans un instant. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h05, tout de suite, Rebelle en campagne. Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Éric Revel. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Alors, bonjour les déclarations de Christine Bouillot qui est avec nous et les milliers d'auditeurs qui vous écoutent quand même, mon cher Éric Revel. Alors, les déclarations... milliards. Bon, n'exagérons pas quand même, restons modestes. Les déclarations de Christine Lagarde montrent que la fête est finie, retour au réel en matière de dette publique. Le tour de vis d'ailleurs sur les taux devrait s'enclencher cette année. Oui. Tout le monde se souvient qui est Christine Lagarde. C'est la présidente de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Oui, elle a sifflé la fin de la cour de récréation, où nos gouvernants, vous savez, ils jouent à un jeu très à la mode en ce moment, qui est le jeu de l'argent magique, pour financer le quoi qu'il en coûte de la Covid-19, mais aussi les agapes financières préélectorales. Donc Christine Lagarde a dit non, stop, là, on va avoir un petit problème. Or, souvenez-vous que depuis 2008 et la crise financière née aux États-Unis, c'est la BCE qui rachète toutes les dettes des États européens, donc de la France. Mais la fête est finie, la planche à billets à euros de la BCE donne du souffle à une inflation, vous le savez, européenne qui s'envole en ce moment, donc faut pas rigoler avec ça, dit Christine Lagarde. Danger, la BCE, elle est assise sur un dogme, celui d'une inflation à 2%. Alors voilà, on va arrêter de jouer, le mot est lâché. La BCE envisage, Patrick, de remonter ses taux très sérieusement en 2022, avec évidemment des problèmes en cascade pour les États européens super endettés, comme la France. Comme la France. Alors du coup, pour la présidentielle 2022, comment faire un programme dans ces conditions? Comment faire des promesses aux Français alors qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, quoi? That is the question. Je vous passe les questions des agios de la dette, d'une croissance ralentie si les taux remontent, je vous passe tout ça. Mais oui, la politique monétaire décidée à Francfort, siège de la BCE, c'est un sujet en pleine campagne électorale française. Comment financer des programmes qui sont pas finançables? Par exemple, les 200 à 300 000 emplois publics dans le secteur de la santé, comme le préconisent les candidats de gauche. Comment financer la promesse de Zemmour d'une prime de 10 000 euros pour chaque enfant né dans la France rurale, comme il l'a annoncé ce week-end à Lille? Comment financer les 7 000 policiers de plus promis par Marine Le Pen? Avec quel argent? Macron, qui n'est pas encore candidat, veut lui doubler le nombre de policiers sur le terrain d'ici à 2030. Mais les caisses sont vides.
et la BCE ne veut plus banquer. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que l'euro piétine la démocratie? Parce que les contraintes européennes en matière budgétaire imposent finalement un modèle économique et social. Ben oui, on n'a pas trop le choix. L'euro, bon, ok, c'est une monnaie forte, c'est une monnaie de réserve, presque l'équivalent du dollar, bon, mais elle comporte plein d'inconvénients. Alors, on peut débattre de l'intérêt d'une souveraineté monétaire nationale. Ça, c'est des sujets évidemment largement débattus, mais personne, je vous rassure, ne parle de retourner au franc. Le Rassemblement national a lui-même laissé tomber. Mais la rigueur budgétaire pour la gestion de l'euro, elle est basée sur le rigorisme financier d'une Allemagne qui a historiquement une peur panique de l'inflation. Et au nom de cette intransigeance teutonne, nous n'avons plus vraiment, oui, le choix d'un modèle économique national. À quoi servent d'ailleurs, on peut se poser la question, les programmes socio-économiques des candidats pour 2022? S'ils ne rentrent pas dans les purs budgétaires, ils resteront lettre morte. Donc l'euro a grignoté nos marges de manœuvre économiques et donc un peu, oui, démocratique. Mais je vous rassure, Patrick, les Français ne sont plus dupes de rien depuis longtemps et ils savent évidemment pertinemment, suivant la formule consacrée, que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Et pourtant, je vais terminer sur une note sérieuse, bien que tout l'édito l'est, mais on a besoin de faire vivre notre démocratie avec des paroles et des actes politiques et donc des campagnes électorales. Mais posez-vous la question, vais-je voter pour une candidate ou un candidat sur son programme économique dont je sais qu'il aura bien du mal à être financé, ou est-ce que je vais voter sur d'autres appréciations ? Oui, Arlette Chabot, Christine Bouillot, et vous, au 0826 300 300, vous pouvez réagir. C'est vrai que dans ces conditions, qu'est-ce qu'on peut présenter comme programme, sachant que financièrement, c'est extrêmement compliqué. Alors quand on voit Éric Zemmour ce week-end, par exemple, lui, il y avait Fabien Roussel également. Fabien Roussel, d'ailleurs, je vous le dis au passage, qui sera notre invité demain pendant 1 heure. Exceptionnel, petit déjeuner de la présidentielle, Fabien Roussel, de 8h à 9h, et il pourra répondre directement à vos questions. Comment, dans ces conditions, promettre en fait des choses? Éric Zemmour, lui, il a dit, il a parlé pouvoir d'achat et travail, en quelque sorte. Finalement, on avait l'impression que, il devait y avoir beaucoup moins. Il veut faire des économies, avoir beaucoup moins d'aide. C'est ça, oui. C'est l'immigration, c'est-à-dire effectivement la fin de l'aide médicale d'État, la fin de la prise en charge des mineurs isolés, toutes les aides qui concernent l'immigration permettraient de financer tout le reste. Bon, ça c'est pour faire vraiment les additions et savoir, et les chiffres sont évidemment très disputés sur ce que coûte et ce que rapportent aussi les migrants. Même chose aussi pour Marine Le Pen, par exemple la fin des allocations non contributives versées aux étrangers. Bon, je pense que ça ne finance pas le tout. Pour le reste, il est sur la retraite, Éric Zemmour, le report de l'âge de départ à la retraite, et il n'y a pas de promesse d'augmentation de salaire. Ce qui est effectivement le contraire de Marine Le Pen, qui veut que les salaires augmentent, lui propose des primes, c'est la prime Macron qui peut être étendue, et puis pour les autres, les promesses d'augmentation du nombre de fonctionnaires ou d'agents de l'État, les hôpitaux, les profs, augmentation du nombre, augmentation des salaires, ça fait effectivement de grosses additions au bout du compte. Et tout ne peut pas être financé par quelques économies grappillées ça et là. Ouais. Donc franchement, et en même temps, il faut quand même qu'il y ait un débat sur ces sujets, il faut qu'il y ait des priorités, ça me paraît tout à fait évident. Sinon, si on vire l'économie en se disant on n'a plus de fric, pour faire simple, il n'y a pas de débat. Quand il n'y a pas de débat politique, il n'y a pas de débat électoral. Oui. Christine Bouillot ou Éric Revel. Christine ? Juste un mot, c'est peut-être aussi des promesses. Est-ce que les électeurs les reçoivent comme des engagements vérifiés et sûrs et certains quand on promet l'embauche de 500 000 fonctionnaires comme Fabien Roussel hier, est-ce que les électeurs y croient vraiment? Est-ce que c'est pas la politique à l'ancienne aujourd'hui que de faire de ce genre de promesses aujourd'hui? Je pense que il serait bon de poser la question sur ce que perçoivent les électeurs comme promesses qui sont menées ici ou là pour se démarquer, parce que comme ça vient d'être dit avec Éric, les caisses sont vides, donc il faudra bien faire des choix qui seront sans doute douloureux, et qu'au bout du bout, c'est le contribuable, le salarié, enfin c'est une économie qui va tourner encore avec des serrages de ceinture. Donc c'est compliqué de faire des promesses en campagne électorale après une pandémie où on a fait du quoi qu'il en coûte l'alpha et l'oméga du soutien, on va dire du système dans lequel nous sommes. Donc voilà, moi je trouve que c'est un petit peu de la politique à l'ancienne.
Peut-être que ça marche, j'en doute un tout petit peu aujourd'hui. Non mais c'est-à-dire que quand vous faites campagne, vous êtes obligé en tout cas d'annoncer un peu la couleur, de promettre des choses. Ou alors s'il n'y a rien dans la besace, comment pouvez-vous séduire? Ou alors un discours de réalité totalement. C'est ce que demandent les militants écologistes que j'ai rencontrés par exemple vendredi à Toulouse, qui ont le courage de manifester contre la multiplication des avions. Alors c'est un paradoxe dans la ville qui construit l'avion, mais qui disent tout simplement on n'est pas contre l'avion, on est contre l'augmentation exponentielle du nombre d'avions parce qu'on promet un avion écologique. Je vous dis ce qu'ils disent, et ils disent pour l'instant les mesures écologiques qui sont présentées par l'ensemble des candidats, ils ne focalisent sur personne, ne peut pas être un discours de vérité parce que c'est un discours plus difficile à présenter, qui est celui de faire totalement autrement. Et donc c'est vrai que on va dire les gens qui sont sur le terrain sont assez dubitatifs sur les propositions qui peuvent être faites ici et là. En même temps, la transition écologique coûte cher. Si je me souviens bien, c'est 10 milliards d'euros par an que propose Yannick Jadot pour la transformation, parce qu'il faut aider les gens à changer effectivement de voiture, de chauffage, etc. Donc tout coûte de l'argent. Eric Revel. Écoutez, moi je propose de lancer un sondage sur la fin de mon édito, c'est-à-dire est-ce que les gens, petit A, vont voter pour un programme ou petit B pour d'autres critères, la tête du client, l'appartenance historique à la gauche ou à la droite ou en même temps, ce serait intéressant. Parce que, si vous voulez, moi je suis persuadé qu'à part de très très jeunes militants enflammés qui croient au programme économique des candidats, les autres, ceux qui ont un peu plus l'habitude, bien sûr. Ils en sont venus de tout ça. Ils savent très bien. Vous poserez évidemment demain la question à Fabien Roussel, puisqu'il sera votre invité, Patrick, Cécile, mais il croit vraiment qu'il va créer 500 000 postes de fonctionnaires, Fabien Roussel. Il a les euros dans la poche, lui, pour faire ça. Il va vendre des tableaux de la place du colonel Fabien pour financer ses embauches de fonctionnaires. Bon, donc en fait... Il va vous dire qu'il y a de l'argent en France. Il rétablit l'ISF et il a multiplié par 3. Il peut multiplier par 10 si vous embauchez 500 000... Il y a des choses qui sont quand même paradoxales en France. Par exemple, les prix de l'immobilier n'ont jamais été aussi élevés. Des tarifs complètement insensés. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont de l'argent pour acheter en fait tout ça. Non, ça veut surtout dire que le gouvernement et Madame Vargon, ministre du Logement, a échoué totalement sur ses objectifs de construction de logements. On en avait parlé ici, il y avait l'objectif de 500 000. Ils sont pas arrivés à en produire plus de 300 000. Donc vous avez un problème d'offre et de demande. C'est n'importe quelle loi économique est toujours vérifiée. Quand vous avez une offre qui est restreinte et une demande, parce qu'il y a des ménages évidemment qui veulent se loger et qui n'y arrivent pas, les prix augmentent, que ce soit dans la location ou dans le mètre carré à l'achat. Bon, mais moi je serais curieux de savoir quel pourcentage de Français croient réellement au programme économique des différents candidats. Voilà. Et puis deuxième question. Est-ce qu'ils ont le sentiment que ces programmes économiques, quel que soit le candidat pour lequel ils vont voter, va changer leur vie quotidienne? Vous voyez? Je pense qu'on serait assez surpris. Je pense que les Français sont beaucoup plus matures politiquement qu'on l'imagine, et qu'on a beau leur jeter des dizaines, des centaines de milliards d'euros de financement prévisibles ils sont pas dupes. Ils sont pas dupes. Mais alors, c'est peut-être ça explique aussi pourquoi il y a peut-être une forte abstention. Les gens n'y croyant plus. Ils vont pas voter, Eric, on peut pas non plus espérer être élu en ne promettant. C'était un que du sang. Ça n'existe pas. On coupe dans les dépenses sociales. Tiens, 0826. Impôts, ça va pas le faire, non, bien sûr. 0826 300 300. Est-ce que vous croyez aux promesses électorales? Vous pouvez réagir immédiatement et on en discutera dans un instant. De même que vous pouvez réagir aussi sur ce que l'on évoquait depuis ce matin, très tôt, c'est-à-dire la place de nos aînés dans notre société. Voilà, c'est ça. Ce sera notre grand débat dans un quart d'heure maintenant, avec un responsable directeur au service des personnes âgées, et puis Pierre Tchernikov qui sera avec nous aussi. C'est le président d'une plateforme, association et plateforme contre les maltraitances faites aux personnes âgées, alors qu'il y a eu le scandale Orpea et que l'on apprend qu'il y a un autre scandale potentiellement avec Korian. Donc voilà, vous pouvez réagir, nous appeler, témoigner de ce que vous avez vécu, de ce qu'avait vécu votre famille, peut-être des propositions. Allez-y, 0826 300 300. 9h17. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h20, c'est la suite des grands débats ce matin avec Christine Bouillot, Arlette Chabot, vous appelle 0826 300 300 et avec Éric Revel toujours. Et on vous rappelle que dans une petite dizaine de minutes, on verra quelle place notre modèle social pour l'aide à l'autonomie des personnes âgées a dans notre société. Il faut s'interroger en fait sur ce qu'on veut faire. Et honnêtement, très très peu dans la campagne électorale. Par le passé, on a dit que la question de la dépendance était énorme. 20 millions de personnes de plus de 60 ans. Et évidemment, à 60 ans, on n'est pas dépendant. C'est après que ça peut arriver, et pas pour tout le monde. Mais qu'est-ce que l'on fait derrière ? Il y a, on en arrive après à des scandales, comme ce qui vient de se passer en fait avec ces maisons de retraite, où elles ne sont pas véritablement contrôlées, ou quand il y a des contrôles, elles sont averties un mois à l'avance. Alors évidemment, on range tout dans les placards. On va poser la question à nos invités qui seront là tout à l'heure, et on veut vous entendre. 0826 300 300. Il y a d'autres solutions aussi, comme les auxiliaires de vie et l'aide à domicile, ce que l'on a dit ce matin. En attendant, donc, les promesses électorales, elles n'engagent que ceux qui évidemment les proclament, bien sûr. Ça fait réagir au 0826 300 300. Et on part dans les Yvelines avec François. Bonjour François. Bonjour François. Oui, bonjour à l'équipe de Sud Radio. Merci de prendre mon appel. Oui. En fait, ce que je vais rapidement dire, c'est que même lorsqu'il y a des facteurs qui sont positifs, comme les investissements qui sont faits de la part des pays étrangers en France, ou alors une croissance de 7%, on oublie de dire qu'il y a une balance commerciale qui est de 100 milliards en négatif pour la France, et qu'en fait, il y a une prise de participation des sociétés étrangères, dont par exemple Sanofi aussi. Alors, on dit que les sociétés sont françaises, en fait, elles sont beaucoup avec des capitaux étrangers. C'est vrai. Donc, en fait, pour répondre à votre question, pour moi, c'est celui, malheureusement, qui est le plus négatif et en termes d'essor, parce qu'il est plus en relation avec la réalité, avec le réel. Moi, c'est surtout Éric Zemmour, parce que déjà, il ne prenait pas d'augmentation de salaire. Et on voit bien que, déjà, sans qu'il s'en prenne peut-être aussi à tout ce qui peut être la réduction de la dette en elle-même. La dette publique, il a des propositions qui sont mesurées, mais qui, pour moi, me paraissent réalistes. L'échec qu'a sorti le président à la fin de son quinquennat, évidemment, c'est même pas au budget, ça sera au budget l'année suivante, lorsqu'il sera pas, ou peut-être plus au pouvoir. Donc tout ça, c'est voilà. Éric Revel, sous Emmanuel Macron, comme le dit à l'instant François, c'est-à-dire qu'on finalement on a même creusé la dette, le déficit commercial est abyssal, Mais oui, parce que souvent quand on parle du bilan d'Emmanuel Macron, et ses porte-paroles le font très bien, à l'image de Bruno Le Maire, on parle de quoi ? On parle d'un taux de croissance qui finalement compense à peine la récession économique de l'année précédente. On parle d'une création d'emplois qui est réelle, mais qui est liée au rebond de la croissance. Mais on ne parle pas effectivement du déficit commercial français qui ne cesse de se dégrader. On va être à moins 95, c'est les dernières prévisions pour 2022, moins 95 milliards d'euros. On ne parle pas de toutes les réformes qui devaient être faites, qui n'ont pas été faites. Donc en fait, on a un sujet de bilan. Et sur l'accroissement du déficit, en gros, on n'est plus à 50 milliards d'euros près, puis les chiffres varient un peu, mais en gros, le quoi qu'il en coûte aurait coûté 350 milliards, mais le déficit global public français s'est accru sous le quinquennat à peu près de 700 milliards. Donc vous voyez que, sans remettre en cause le quoi qu'il en coûte, après on peut discuter, ma chère Arlette, a-t-il été trop loin ou pas, en réalité, sans même tenir compte de ça, il y a l'accroissement du déficit qui est un véritable sujet, parce que plus vous faites de déficit, plus votre dette augmente. Alors, Jean-Luc Mélenchon dit c'est pas grave, on s'en fout, on paiera pas, la BCE est là pour ça. Oui, non, mais je rappelais tout à l'heure, Christine Lagarde, la présidente de la BCE, met en garde. Elle dit, j'ai résumé ça sous la récréation est finie, la fête est finie. Mais en réalité, on a un vrai sujet budgétaire. Alors, on verra ce que pense le nouveau chancelier allemand. Mais tout ça, c'est pas à prendre à la légère. Alors, je sais que c'est pas bankable en termes de vote et de campagne électorale. Quel candidat va dire alerte sur la dette publique. C'est-à-dire que Éric Zemmour, il dit il faut arrêter de dépenser, au contraire, il faut diminuer. Alors après, on est d'accord ou pas d'accord en fait sur la méthode et sur les façons, mais supprimer 150 000 fonctionnaires, c'est une façon de réduire le train de vie de l'État, et donc mais en fait, on est dans une situation où c'est pour ça que j'ai pris cet angle ce matin, où on a l'impression qu'on a encore une souveraineté nationale en matière économique. Mais il faut quand même se rendre compte que depuis la mise en place de l'euro, on a un vrai sujet de souveraineté économique. En réalité, on est guidé sur le chemin du modèle économique et social qu'on doit prendre par des règles budgétaires de la BCE, qui ont été mises en place et acceptées par la France à Maastricht notamment.
Et ce sujet-là, il est déterminant, parce que vous pouvez dire ce que vous voulez. Si on n'était pas endetté, on aurait une marge de manœuvre. Si on dégageait des excédents budgétaires primaires, on aurait une marge de manœuvre. Un peu comme en Allemagne, quoi. Oui, mais on n'a aucune marge de manœuvre, puisqu'on n'a pas cessé de s'endetter. Je crois que le dernier budget équilibré, c'était sous Giscard. On n'a pas cessé de s'endetter. Donc aujourd'hui, on se réveille et on se dit, on est pieds et poings liés à ce qu'on... Bah oui, mais mon gars... qui plus est, comme le disait François, je ne sais pas s'il est toujours en ligne avec nous, même les grands groupes français ne sont pas que franco-français. C'est-à-dire qu'il y a des actionnaires, il y a des fonds de pension qui sont à l'intérieur. Et donc, ça ne dépend plus que de notre propre souveraineté, quoi. On ne peut plus véritablement complètement agir, quoi. Hein. Arlette. Oui, enfin, je pense que on vit toujours les mêmes interrogations. Hein. Campagne électorale, déficit, dette. C'est vrai qu'on est dans une spirale et on ne s'en sort pas. Avec cette fois en plus le retour de l'inflation et la spirale inflation-salaire, c'est aussi des boucles et des interrogations qu'on avait pensées ou qu'on avait imaginées voire disparaître depuis 20 ans avec effectivement l'euro. Donc ça, c'est effectivement très préoccupant. Et moi, je pense quand même qu'il faut qu'il y ait un débat sur ces sujets. Ouais. Il faut qu'effectivement, on puisse dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne fait pas, et s'interroger, c'est vrai, sur le bilan du quinquennat qui est moins brillant économiquement que Bruno Le Maire, qui effectivement le défend très bien, nous l'indique avec un grand sourire. Ouais, non, mais c'est-à-dire que oui, grâce à tout l'argent qu'on a mis sur la table, on a pu sauver des entreprises, en tout cas ponctuellement, Patrick, ponctuellement. Pour expliquer simplement, très simplement les choses. Ouais. Pourquoi est-ce que la garde fait cette mise en garde, non pas parce que elle s'y mise dans la campagne électorale, mais parce qu'en réalité, quand vous avez une banque centrale qui rachète beaucoup de dettes, ça veut dire que la masse monétaire augmente. Si la masse monétaire augmente en Europe, par rapport au nombre de produits qu'il y a à vendre, en fait, c'est le prix des produits qui augmente. Donc, ça veut dire que l'inflation reprend. Et comme on est déjà sur une inflation forte, en fait, l'accroissement de la masse monétaire avec le rachat des dettes publiques européennes, ça ne va que souffler sur les braises de l'inflation. Et comme le dit en plus justement Arlette, non seulement on a ce phénomène d'accélération de l'inflation avec une masse monétaire qui croît en Europe, mais on a aussi ce débat en France à cause ou grâce à la campagne électorale, d'augmentation des salaires. La gauche, c'est plutôt l'augmentation du SMIC, la droite, c'est plutôt on baisse les charges, Pécresse, pour augmenter le salaire net. Mais là aussi, si vous rentrez, je ne nie pas le fait que les gens ont besoin de pouvoir d'achat. C'est pas ça mon sujet. Je dis simplement que l'augmentation des salaires du SMIC plus des salaires de l'entreprise ou l'augmentation du salaire net, ça a un effet mécaniquement inflationniste. Donc en fait, on est dans une spirale vachement compliquée. Et aucun candidat n'en parlera comme ça. Merci de nous avoir remonté le moral. Non, donc, mon cher Éric Revel. Ça s'appelle Parlons vrai. Non, mais il faut du pragmatisme. Merci Éric Revel, Arlette Chabot, Christine Bouillot et vous, François. Si vous voulez continuer de réagir, 0826 300 300. On passe à un autre sujet, la vérité en face ce matin. Cécile. Ah oui, quelle place pour nos aînés dans notre société. Le vieillissement de la population n'apparaît pas comme le thème central de notre campagne présidentielle. Vous voulez en parler, 0826 300 300, nous donner votre réflexion, vos témoignages, des choses peut-être que vous avez vécues ou des propositions à faire. On en parlera avec nos invités dans quelques instants. On vous attend au standard, il est 9h28.